C'était le lancement cette semaine du tout dernier livre de Marie-Claire Blais, Augustino et le cœur de la destruction. L'écrivaine a maintenant 66 ans et n'a surtout rien perdu de son intensité lorsqu'elle écrit. Une œuvre parfois difficile qui lui a valu de nombreux prix ici et à l'étranger. Elle partage maintenant son temps entre Key West, en Floride, et Montréal. José Dupuis l'a rencontrée cette semaine. Voici donc Marie-Claire Blais, une entrevue, mais aussi quelques souvenirs de carrière. Voici sa mère. Il la reconnaît. Elle ne vient pas vers lui encore. Il pourrait croire qu'elle l'a abandonné. Il reconnaît son visage triste, ses épaules courbées. Elle ne semble pas se souvenir de lui avoir donné naissance ce matin. Elle a froid. Il nous fait plaisir d'accueillir ce soir Mademoiselle Marie-Claire Blais, prix Médicis 1966. À 27 ans, Marie-Claire Blais remportait l'un des prix littéraires les plus prestigieux, le Médicis. Jury du prix France-Québec 1966. Depuis ce jour, l'écrivaine québécoise, qui a écrit plus d'une vingtaine de romans, collectionne les prix et les récompenses. On dit de cette femme secrète et farouche qu'elle est le plus grand écrivain québécois vivant, qu'elle est un monument. Bonsoir Marie-Claire Blais. Bonsoir madame. Vous avez une grande timidité, une grande réserve. Ce qui frappe, par contre, c'est votre très grande ouverture aux autres. Je pense que, étant écrivain, c'est notre premier devoir d'avoir l'âme ouverte à tout et de tout comprendre. Et surtout, si on veut l'exprimer dans nos livres, c'est d'être sans préjugés, sans jugement, très compréhensif, d'avoir un sentiment de solidarité envers tout ce qui vit, tout ce qui est vivant et frémissant. Après Soif, Dans la foudre et la lumière, voici aujourd'hui le dernier volet de sa trilogie, Augustino et le cœur de la destruction. De décrire ces êtres-là, c'est une passion. J'ai trouvé ça passionnant, cette trilogie, et de tracer des tableaux de notre temps, avec des situations tragiques et des événements moins tragiques aussi de notre temps, et des espoirs de notre temps, une ouverture vers l'avenir, un avenir ou technologique ou spirituel, mais tout est là dans ces personnages-là, dans leurs racines, dans le portrait qui a été fait d'eux. Alors moi, c'est mon exploration, c'est ce que je veux continuer de faire. J'essaie d'aller un peu partout, dans la bourgeoisie, comme chez les pauvres, chez les riches, chez les noirs, chez les blancs. J'essaie d'avoir une humanité assez complète, y compris les êtres les plus marginaux et les plus invisibles, disons, aux yeux de la société. Dans cette trilogie, la ponctuation est rare, les points quasi inexistants. Une structure qui lui a demandé beaucoup de temps et de discipline. La lecture n'est pas facile. Qu'était-ce que cette folie d'écrire pendant des heures dans sa chambre quand Augustino avait reçu une éducation sportive? Ces missiles, on ne les voit pas, avait écrit Augustino, mais ils sont là, partout. Une fois qu'on est rentré dans la phrase, on doit se laisser emporter et charmer et envoûter. Et il y a toujours un point ou un point-virgule ou un point d'interrogation qui remettent toute la signification du texte. Mais pourquoi vous choisissez ça, de faire ça comme ça? C'est un choix qui est lié au texte lui-même, à la présentation des personnages, à la réalité qui est là, qui est celle d'aujourd'hui, à la rapidité aussi, à la rapidité des mots et des pensées et des images qui entrent dans notre vie quotidiennement en ce siècle, avec tous les bouleversements et toutes les agitations. Alors le style est comme pressé, l'écriture est comme pressée, elle se hâte, elle court, elle bondit, mais elle suit aussi notre rythme de pensée qui va d'une chose à l'autre, qui se perd dans toutes sortes de méandres. C'est tumultueux, là. C'est très tumultueux. Chez Marie-Claire Blais, la passion d'écrire est toujours aussi vivante. Cette passion, elle veut la transmettre aux plus jeunes.
Mais je vais beaucoup dans les universités, dans les collèges, un peu partout dans le monde. Et je suis donc très en contact avec les très jeunes. Et bon, disons que dans une classe d'élèves, d'étudiants, les gens qui écrivent ne vont pas lever la main. Hein. Mais après, ils viennent et ils demandent, ils disent, moi j'écris, voulez-vous lire ce que je fais? Mais je me décourage. On sent que tout de suite, il y a une pression familiale contre le jeune écrivain, que ce n'est pas considéré un métier honorable. Bon, disons que j'ai souvent l'occasion de voir ça. Vous leur dites quoi à ces jeunes-là? De continuer. Mais vous, comment vous avez fait? Est-ce que c'était honorable dans votre famille d'écrire? C'était peut-être pas honorable parce que il y avait trop de pression économique. Et c'est une autre chose aussi, c'est que le jeune écrivain aujourd'hui s'attend à ce qu'il dit « je veux écrire et faire de l'argent ». Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Et alors, il y a comme une contradiction dans cela. Mais moi, je sentais qu'il y avait beaucoup de difficultés matérielles autour de moi et que, bien sûr, ce ne serait pas aisé, ce ne serait pas du tout aisé ce serait toujours ardu. Je savais que ce serait ardu, mais je devais continuer. C'était plus fort que tout. C'est le sénateur Jacques Hébert qui lui a ouvert les portes du monde. À l'époque, il était éditeur. Une saison dans la vie d'Emmanuel venait d'essuyer 4 refus lorsqu'il a décidé de le publier. Une vie plus heureuse, plus épanouie, a commencé après l'acceptation de Jacques Hébert. Donc il est responsable de tout ce qui est arrivé de meilleur. En toute modestie, je dois vous avouer que je ne pensais pas, en feuilletant et en lisant ce livre, qu'il ferait le tour du monde ou qu'il gagnerait le prix Médicis. Au fond, je l'ai publié pour 2 raisons. La première, parce que j'aimais le livre, c'est toujours une raison suffisante pour un éditeur. Et ensuite, parce que j'aimais beaucoup l'auteur, en ce sens que je trouvais ça tellement merveilleux de voir cette jeune fille travailler si fort, alors que déjà on commençait un peu à l'oublier. Et je me disais, si ce livre ne fait pas un grand succès financier, je suis sûr que le prochain ou un de ces livres, certainement, fera le tour du monde. C'est grâce à lui que le livre a été tout de suite publié à Paris et a reçu des prix. C'est qu'il a eu la foi, disons. Et vous avez su conserver une grande humilité, hein? C'est ce qu'on dit de vous. Comment on y arrive quand on est sollicité, on gagne des prix, on est récompensé continuellement et on a plein d'honneurs comme ça? Comment on fait pour conserver cette humilité-là, cette grande humilité-là? Mais on sait très bien qu'on ne fait que travailler comme tout le monde et qu'un travail artistique, c'est secret, c'est difficile, ce n'est pas exactement une partie de la société. Donc on est habitué à un travail humblement parce qu'on sait bien qu'on n'a jamais fini de dire ce qu'on a à dire, qu'on n'a jamais assez compris ce que c'est que la nature humaine. C'est pour la vie, ça dépasse nos forces actuelles, si on peut dire. Il vient d'où cet amour des mots dans votre cas? Je crois que c'était inné, c'était en moi, c'était sans doute chez mes parents aussi, mais ils ne pouvaient pas le faire, ils ne pouvaient pas écrire. Je veux dire, ils ne pouvaient pas se donner cette liberté de le faire. Je veux dire, on ne peut pas nier que souvent cela vient de nos parents, même ancêtres, et que c'est un don antérieur à nous et qui se développe parce que nous sommes juste au bon moment pour le développer, hein, au bon mûrissement de notre vie, de la vie pour le faire. Mais souvent, ceux qui sont nés sous des pressions économiques trop grandes n'ont pas pu se lancer dans l'exploitation, la découverte du langage. Votre dernier mot, vous allez l'écrire à quel moment, vous pensez? Oh, mais jamais. Jamais. Merci.